Oui, bonsoir. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des exoplanètes, comme ça a été annoncé au début, sauf, je dois dire que peut-être que nos planètes géantes, Jupiter, Saturne, et pourquoi pas Titan, sont peut-être des modèles d'exoplanètes. Et en étudiant ces corps, on peut apprendre peut apprendre beaucoup de choses sur les exoplanètes et aussi apprendre à les observer. Donc oui, je suis Jean-Pierre Le Breton. Alors j'ai été responsable, j'ai travaillé à l'Agence spatiale européenne et j'ai travaillé sur la mission Cassini-Huygens pendant plus de 30 ans. Et je suis actuellement, j'ai un statut un peu spécial, chercheur associé au LESIA, mais également au LPC2E à Orléans. Voilà. Et je vais vous parler de l'atterrissage, la mise en orbite autour de Saturne et de l'atterrissage sur un corps qui était relativement inconnu, Titan. Euh, mais on reste dans le système solaire. Quoique tout à l'heure, j'essaierai de m'évader un petit peu. Euh, alors, c'est moi qui fais avancer les diapos. Je suis très mauvais pilote, donc... Vous avez non, juste la mauvaise ouais, j'ai juste la module, mauvaise c'est tout. télécommande. Alors, ça marche comment? Voilà. Alors donc, je vais vous proposer un petit voyage dans le système solaire. Et la cible de la mission Cassini-Huygens, c'était Saturne. Saturne, planète géante gazeuse dont on a déjà parlé, et ses anneaux. Et Titan, l'une des lunes de Saturne, la lune, je dirais la lune mystérieuse. Alors, un petit aparté sur suite aux discussions qu'il y a eu. En fait, Saturne, c'est vraiment un laboratoire pour étudier un certain nombre de phénomènes physiques localement dans le système solaire qui c'est un laboratoire qui est un bon modèle pour certains des phénomènes qui existent bien au-delà. Et donc, vraiment, je dirais Saturne est l'un des laboratoires où l'on peut étudier in situ, en y envoyant des sondes, bien sûr, tous ces phénomènes physiques et ensuite les extrapoler aux autres mondes. Un peu surchargé, mais juste pour vous dire qu'on va tout à l'heure parler de missions qui vont durer des dizaines d'années. Cassini-Huygens est une mission qui a duré quelques 35-36 ans. L'idée de départ a été soumise au CNES. Il faut dire que cette idée de Cassini, initialement, et de sonde dans Titan, est une idée qui a germé dans le cerveau, dans la tête de certains de mes collègues de Meudon, de l'Observatoire. Alors, à l'époque, ce n'était pas le LESIA. Et je veux mentionner son nom, Daniel Gauthier, qui malheureusement n'est plus en très bonne santé. Mais je dois dire que l'idée de départ a vraiment germé dans la tête de Daniel Gauthier et d'autres collègues. Et cette idée, petit à petit, elle a pris forme. Alors, dans le cadre d'une collaboration internationale, principalement entre la NASA et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, mais aussi, un peu plus tard, l'Agence spatiale italienne a eu une contribution importante, non seulement à Huygens dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, mais à Cassini dans le cadre d'une collaboration directe NASA-Agence spatiale italienne. Alors, lancement en 97, superbe photo du lancement prise à partir d'un bateau, alors lancement de Floride, superbe photo. Et la trajectoire était un peu compliquée, mais il était nécessaire. Est-ce qu'il y a un laser? Ouais, non, non. Je recule là. Il était nécessaire on n'a pas pu lancer en direct. Bon, on n'a pas pu lancer en... Il faut que j'appuie sur... Là. Ouais. On n'a pas pu lancer en direct de la Terre vers Saturne. Il a fallu faire 2 fois le tour du Soleil pour utiliser une technique de propulsion qui est bien maîtrisée, l'assistance gravitationnelle, en faisant du Rasmot au-dessus de Vénus 2 fois, au-dessus de la Terre. Au-dessus de la Terre, Vénus 2 fois, en 98, en 99, la Terre en 99, puis Jupiter en 2000, et enfin arrivé vers Saturne en 2004. Et la fin de mission spectaculaire, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une superbe conférence ici même le 15 septembre, fin de mission, avec un plongeon dans Saturne. Et s'il y a une question à ce sujet-là, je serais ravi d'y répondre.
Voilà. Donc la mise en orbite autour de Saturne. Alors Saturne n'était pas un monde inconnu, mais il y avait quand même un certain nombre d'incertitudes sur l'environnement à travers lequel Cassini allait passer pour cette mise en orbite. Alors si je peux avoir la première vidéo, c'est juste une illustration avec sonorisation du passage de Cassini à travers les anneaux. Parce que Cassini est passé 2 fois à travers les anneaux. Il venait du sud, il passe par les anneaux, et là, c'est la mesure des impacts de poussière qui a été convertis en signaux électriques, qui ont été convertis en son. Donc, premier passage et deuxième passage. De nouveau, donc un grand nombre d'impacts de petites particules qui n'étaient pas dangereuses pour le vaisseau, mais qui ont permis, entre autres, de sonoriser. Alors ça, c'est aussi un travail qui a été fait en collaboration avec le LESIA. L'expérience est américaine, mais le LESIA était très impliqué dans cette expérience et dans la mise en son de ces mesures. Je continue. Voilà, donc la cible de Cassini et de Huygens, la sonde de Huygens, c'était Titan, la plus grosse lune de Saturne, et qui est la deuxième plus grosse lune du système solaire après Ganymède, lune de Jupiter, 5000 et quelques kilomètres de diamètre. Et sa particularité, l'une de ses particularités, c'est la seule lune avec une atmosphère épaisse. Elle fait plus de 1500 km. Si on dit que l'épaisseur de l'atmosphère de la Terre, c'est environ 200 km. Titan, c'est plus de 1500 km. Elle est dense, beaucoup plus dense que l'atmosphère de la Terre. Et la pression à la surface est d'1,5 fois la pression à la surface de la Terre. Une autre particularité, c'est la composition de l'atmosphère de Titan, principalement de l'azote et du méthane, qui dit méthane, carbone CH4. Donc chimie organique, et c'était l'un des aspects, enfin l'une des motivations pour faire une étude approfondie de Titan lors de nombreux survols par Cassini, mais également avec une sonde, c'est d'étudier la chimie organique complexe qui se passe dans l'atmosphère et à la surface. Alors ici, on voit une photo prise par Voyager dans les longueurs d'onde visibles. Et la surface est restée invisible. La surface n'a pas été dévoilée par Voyager. Et là, vraiment, c'est un peu les informations qu'on avait, d'autres informations pour avoir un profil de l'atmosphère, pour pouvoir concevoir le système de rentrée, de descente en parachute et d'atterrissage. Mais on avait vraiment très, très peu d'informations. Quasiment aucune information sur la surface. Donc, il n'était pas question de concevoir un atterrisseur parce que la surface était inconnue. L'objectif principal de la mission, c'était de faire une descente en parachute et de mesurer, de faire toutes les observations pendant la descente. Et éventuellement, la sonde était conçue pour continuer à fonctionner à la surface. Ça s'est bien passé, mais ce n'était pas, l'objectif principal. Il était impossible de concevoir un atterrisseur sur une surface qui était complètement inconnue. Alors, elle était tellement inconnue, on pensait qu'on pourrait atterrir sur une surface totalement liquide, même un océan global, qui était un modèle qui était très à la mode, très en vogue, quelques années après les observations de Voyager. Et c'est le modèle ou l'idée que l'on avait de la surface de Titan, lorsqu'on a commencé le design de la sonde Huygens. On pensait qu'on pourrait atterrir dans un océan, que la surface de Titan était recouverte d'un océan, alors un océan de méthane ou d'éthane, méthane, en tout cas un océan liquide, très froid. On pouvait aussi atterrir sur une surface totalement solide ou entre les deux du sable, sur une plage peut-être. Donc on n'avait vraiment aucune contrainte au niveau de la surface. La surface était vraiment inconnue. Alors, si vous pouvez me lancer la deuxième petite vidéo. Alors, on était au début des années 90, on commence à concevoir la sonde. Alors c'est en anglais. Hein.
covered with an ocean of hydrocarbons, which feeds methane vapor to its atmosphere. Others imagine lakes of liquid hydrocarbons. Or the surface may be dry, with hydrocarbons hidden in underground reservoirs. So the last throw of the dice in the scientific gamble that sends the European Space Agency's Huygens probe to Titan will come when it reaches the surface of Saturn's moon. Kent University in the United Kingdom has devised. Alors là, on met l'accent sur les instruments qui étaient conçus pour mesurer les propriétés de la surface liquide. An acoustic sounder will switch on a few hundred meters before impact to time the echoes from the approaching surface. If Huygens splashes into a liquid, the sounder will measure the depth of the ocean or lake, while a tiltmeter will feel any surface waves. Other sensors in the package will quickly assess the liquid's temperature, density, speed of sound, speed of light, electric capacity, and heat conduction. From the details radioed from Huygens, experts hope to deduce the composition of Titan's ocean. The sun's rays gradually convert its methane into ethane, so the proportions of these materials will give an impression of the age of the ocean. Is it as old as Titan or a late addition? Here's how a simple float will measure the density of the liquid. And if Huygens touches down on a solid surface, a penetrometer piercing the ground on impact will gauge its hardness. The tiltmeter will report on whether the ground is uneven. Other onboard instruments will send data too. The imagers will relay big close-ups of the surface. The chemical experiment will analyze its vapors. The probe may operate on the surface for 3 minutes or half an hour before it expires. However brief, the encounter with the surface of another world will crown the Huygens mission. OK, merci. Donc là, l'un des messages que je voulais passer, c'est que ces mesures qui étaient très incertaines, puisqu'on ne savait pas sur quoi on allait atterrir, étaient des mesures très simples. Et c'est ce qui a fait la force de cet instrument, c'est que c'était des mesures physiques très simples et qui étaient conçues pour fonctionner dans un liquide ou dans un solide. On a atterri sur une surface solide et les mesures qui ont été faites ont été aussi de très bonne qualité. Donc je ne sais pas. Alors j'ai appris qu'on allait atterrir ou se mettre en orbite autour de Kepler, quelque chose. Je ne savais pas. Pour moi, je suis dans l'inconnu. Hein. Donc je pense que l'atterrisseur que l'on va voir peut-être tout à l'heure, j'espère qu'il a à bord quelques petits instruments simples pour mesurer les propriétés physiques et chimiques fondamentales de l'objet sur lequel on va atterrir. Je continue. Donc là, le film que vous avez vu, la vidéo, c'est une petite illustration. C'était au tout début des années 90. Et on présentait la mission, on pensait, on ne connaissait rien de la surface, mais des observations, en particulier du VLT, qui a été mentionné, l'un des 4 télescopes du VLT, qui s'appelait Yepun, ont permis de commencer à voir la surface. Et très vite, on s'est aperçu que la surface n'était pas homogène. Là, on voit une partie de la surface, on voit une autre partie. Clairement, l'idée de l'océan global s'est évanouie, en quelque sorte, dès le début, dès mi-90. La sonde était conçue, la mission était conçue, mais l'idée d'un océan global a disparu assez rapidement. Et un autre jeu d'observation, on voit très bien la surface sur quelques jours d'observation. Titan tourne sur lui-même en 16 jours. Donc là, je pense que c'est sur 6 nuits. Voilà, 6 nuits d'observation. Donc on voit différentes vues de la surface. Et le motif principal ici tourne avec Titan. Donc la mission Huygens proprement dite, mise en orbite de Cassini en juillet 2004, et Huygens a été largué sur la 3e orbite en décembre 2004, le jour de Noël. Et ensuite Huygens était sur une trajectoire de collision avec
avec Titan. Huygens n'avait pas de moyen de guidage et c'est Cassini qui l'a orienté de telle sorte qu'en suivant sa trajectoire, il rentre directement, Huygens rentre en collision avec Titan et Cassini s'est repositionné pour recevoir les données. Donc ça, c'est important pour une mission. On ne pouvait pas envoyer le flot de données directement vers la Terre à ces distances-là. Il fallait un vaisseau, un relais radio, et c'est Cassini qui a servi de relais radio. Et je suis très intéressé de savoir comment la transmission des mesures par la petite sonde, petit objet qui va atterrir sur une exoplanète, va transmettre ces données vers la Terre. Alors, on a peut-être une solution. Nous avions aussi, alors ça c'est le scénario de descente, donc rentrée avec un bouclier, freinage, ensuite déploiement de 3 parachutes, descente de 2h30 et le module Huygens, qui n'était pas conçu pour survivre, a survécu à la surface pendant plusieurs heures et la communication avec Cassini a duré pendant 72 minutes à la surface, donc pendant toute la descente et 72 minutes. Mais nous avions aussi mis en œuvre un réseau de télescopes radio tout autour de la Terre et en particulier sur la face de la Terre qui voyait Titan. Donc au début, c'était plutôt les États-Unis. Alors au début, c'est ici, les États-Unis. Et puis la Terre tourne. Hawaï, à un moment donné. Et puis l'Australie. Et enfin le Japon et la Chine. Et nous avons réussi à capter, alors non pas les données scientifiques, mais juste un signal, la porteuse, en quelque sorte. Et voici le signal que nous avons détecté en direct. Alors en direct, le temps de propagation des ondes radio à la vitesse de la lumière était de 82 minutes, je crois. Donc on était à 1,3 milliard de kilomètres. On a pu détecter en direct le premier signal émis par Cassini, par Huygens, pardon. Tout d'abord avec le Green Bank aux États-Unis, et puis une heure et demie après, par Parkes, qui a suivi le reste de la descente et une bonne partie de l'émission radio à la surface de Titan. Donc je pense que les télescopes radio seront mis en œuvre, des grands télescopes, des très grands télescopes sans doute, pour pouvoir capter les informations qu'enverront notre petit robot qui va se poser dans quelques minutes à la surface de l'exoplanète. Donc, un petit résumé de Huygens. Donc, c'est l'atterrissage le plus lointain dans le système solaire. Pour l'instant, on n'est pas allé au-delà. Et c'est le premier atterrissage sur une autre lune que la nôtre. Donc, je rappelle les paramètres de l'atmosphère, méthane et azote. Alors, c'est à peu près 95% de méthane et 5% d'azote. Moins 180 degrés. Donc, à la surface, ce qui est liquide, ce n'est pas l'eau, c'est les hydrocarbures, principalement méthane, éthane, un mélange des deux, et la pression, 1,5 bar. Alors, Huygens, bon, très rapidement, je vais passer quelques diapos sur ce que Huygens nous a révélé. Donc ça, c'est une image prise par Cassini, mais Huygens nous a vraiment révélé, donc sous cette couche de brume, ce qu'il y avait dans l'atmosphère et à la surface. Donc une mesure du profil de température. Alors la courbe en trait noir, c'est la mesure. La courbe en trait pointillé, c'est le modèle. Et je dois dire aussi que ce modèle a été construit, fabriqué à partir des observations de Voyager par Emmanuel Lelouch et là de nos collègues américains, Don Hunton. Donc c'était vraiment le modèle d'atmosphère de Lelouch-Hunton qui a permis de concevoir, de dimensionner le bouclier de rentrée et les parachutes. Et Emmanuel était très inquiet le 14 janvier 2005 parce que s'est dit, mince, si je me suis gouré, tout va foirer, ça sera de ma faute. Mais non, tout s'est bien passé. Alors là, quelques panoramas dans 4 directions différentes, à différentes altitudes. Et il a vraiment fallu descendre en dessous de 40 km, disons, pour commencer à voir la surface. Et plus on se rapprochait de la surface, plus on voyait des détails. On a même vu de superbes réseaux, un beau petit réseau de rivières dans l'une des premières images qui a été publiée au grand public quelques heures après avoir reçu les données.
l'image prise par la sonde une fois qu'elle s'était posée à la surface, la composition, des mesures de composition ont été faites à la surface, et, puisque les instruments qui étaient opérationnels ont bien fonctionné à la surface pendant toute la durée de transmission des données vers Cassini. Voilà une autre illustration de la surface, et on donne quelques dimensions des pierres, alors des cailloux, des galets. Alors ce ne sont pas des galets de roche comme sur Terre, ce sont des galets de glace d'eau. La surface de Titan est principalement recouverte de glace d'eau. Ici, ce sont des galets qui ont été charriés par une érosion fluviale, comme dans les rivières sur Terre, où là, c'est une érosion fluviale à partir du liquide, le mélange de méthane et d'éthane, donc des galets de glace d'eau. Et la matière organique qui est fabriquée dans l'atmosphère, due à la décomposition du méthane et de l'azote, se dépose sous forme, elle descend sous forme d'aérosol et se dépose sous forme de petits grains à la surface. Et là, nous avons une matière sablonneuse qui a beaucoup de propriétés, disons, ressemblant à du sable. Là, cette matière se dépose aussi à la surface, et là, elle a également été charriée par l'érosion fluviale. Huygens a même réussi à détecter, de façon indirecte, mais Huygens a réussi à détecter, je suis vraiment très mauvais, a réussi à détecter disons, la profondeur de la couche d'eau liquide. Alors, comme l'a dit l'une de nos intervenantes précédentes, Titan, c'est aussi un corps glacé, donc recouvert d'une épaisse couche de glace d'eau. Ensuite, il y a une couche d'eau liquide qui est à environ 50-100 km de profondeur. Donc l'épaisseur de la couche de glace d'eau est une centaine de kilomètres, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. La couche d'eau liquide de peut-être 200 km d'épaisseur. Ensuite, on retrouve une autre couche de glace d'eau, et enfin la roche. Donc Huygens a réussi à détecter de façon indirecte, en mesurant certaines des émissions électromagnétiques qui sont déclenchées dans l'atmosphère de Titan. Huygens a réussi à détecter la profondeur, ou à estimer la profondeur de l'interface entre la couche de glace et la couche d'eau liquide. Alors, rêvons un peu. Moi, je rêve pour des explorations beaucoup plus proches que les exoplanètes. Alors, on aimerait bien retourner vers Titan. Alors, je n'ai pas parlé d'Encelade, mais on aimerait aussi retourner vers Encelade, une autre lune de Saturne, petite lune très intéressante. Alors ça, c'est un certain nombre de projets qui ont été étudiés. Certains ont été étudiés en collaboration entre les Américains et les Européens. Donc, on descend en parachute facilement, on descend en ballon facilement, on peut faire voler un avion. Donc, Titan, l'atmosphère de Titan est très sympathique, très accueillante pour tout ce qui vole. Et alors, aucun de ces projets n'a été retenu, des études ont été faites, mais le projet qui semble être en bonne voie d'être retenu, c'est celui-ci. En tout cas, il est en compétition avec une autre mission de retour d'échantillons de comètes. Et c'est un drone, en quelque sorte, un gros drone, qui se poserait à la surface de Titan comme Huygens, mais il est équipé d'un certain nombre de rotors, des rotors un peu complexes, qui nous permettront de s'envoler. Donc, il se posera à la surface, il fera de l'analyse, des prélèvements, de l'analyse, il rechargera ses batteries. Il est alimenté par une pile nucléaire. Il s'envolera sur un autre endroit et il pourra ainsi explorer de nombreux endroits à la surface de Titan si jamais cette mission est sélectionnée. En principe, la sélection est annoncée, l'une des deux missions devrait être sélectionnée en septembre-octobre 2018 pour un lancement, je crois, en 2025 ou 2026. Donc ça, c'est peut-être le futur immédiat. Alors, je ne parle pas d'Encelade, mais il y a aussi d'autres idées de mission vers Encelade. Alors, juste ma vision des moyens de propulsion. Alors moi, je m'arrête dans le système solaire, je ne peux pas aller au-delà. Donc, comment peut-on voyager rapidement? Cassini a mis 7 ans pour aller vers Saturne. Les missions nouvelles, maintenant, mettent carrément 10 ans. Donc, on a peut-être perdu un peu en efficacité.
parce que peut-être que les fusées ne sont pas aussi puissantes qu'elles l'étaient avant. Mais il y a deux moyens intéressants pour voyager rapidement dans le système solaire. C'est la voile solaire, quelqu'un en a déjà parlé tout à l'heure. Elle est poussée par les photons émis par le Soleil. Un autre moyen, Léa, ces petits machins qui te gênent un peu, c'est le vent solaire, les protons du vent solaire. Et on peut utiliser non pas les photons, mais les protons du vent solaire pour pousser un autre type de voile, ce qu'on appelle la voile électrique. Ce sont des câbles qui sont chargés à des tensions de l'ordre de 20 000 volts et qui servent de miroir par effet électrostatique. Et ils repoussent les ions. Il y a donc un échange de quantité de mouvement entre le vent solaire, les protons du vent solaire et le vaisseau qui est accroché à ces petits fils. Alors c'est le même type de propulsion que la voile solaire qui utilise les photons, mais ça c'est un peu plus efficace. Alors j'espère que je vais arriver à le montrer. Ah non, je n'ai pas téléchargé. Oh, désolé, je n'ai pas téléchargé ma petite illustration, mais on peut en effet envisager avec ce type de voile, soit la voile solaire classique, soit la voile électrique qui est un peu plus efficace pour aller jusqu'à ce qu'on peut appeler l'une des limites du système solaire. Donc, ce n'est pas vers les exoplanètes, mais à l'héliopause. Une voile solaire bien conçue, c'est environ 20 ans, et une voile électrique pourrait nous emmener vers l'héliopause en une dizaine d'années. Donc ça, ce sont les moyens que je vais dire très rudimentaires, en quelque sorte, par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, qui nous permettraient quand même d'aller explorer un peu plus rapidement qu'on ne peut le faire maintenant, les confins du système solaire et bien sûr retourner vers les planètes géantes. Alors je suis un peu impliqué dans cette étude de voile électrique solaire et mon slogan c'est on peut aller vers Jupiter en 1 an, Saturne en 2 ans, Uranus en 3 ans et Neptune en 4 ans. Donc ce qui est quand même pas mal par rapport à ce que l'on sait faire maintenant. Mais c'est un concept qui n'a pas encore été testé. La NASA est très intéressée par ce concept qui a été inventé par un Finlandais. Et la NASA est en train de le tester et va peut-être faire dans les années à venir une mission de démonstration du concept. Voilà. Quelques chiffres, je vous laisse les chiffres de la mission Cassini-Huygens. C'était une belle mission, très ambitieuse, mais elle n'a rien. L'ambition de Cassini-Huygens, je suis complètement bluffé par ce que j'ai entendu. Alors juste un petit ajout, le champ magnétique. Il y a eu une question tout à l'heure, pourquoi s'intéresser au champ magnétique? Bien, en fait, on va l'entendre peut-être, on aura des vaisseaux qui iront très vite. Et l'interaction d'un vaisseau avec le champ magnétique peut le dérouter, peut complètement le faire dévier de sa trajectoire. Donc je pense qu'il sera important de bien connaître, si on veut s'approcher de ces exoplanètes, de bien connaître le champ magnétique et de maîtriser l'effet de perturbation qu'il pourrait induire sur un vaisseau interplanétaire. Donc j'ai beaucoup aimé tes diapos, tes superbes illustrations. C'est vraiment une question essentielle, je pense, si on veut arriver à cibler une exoplanète, de bien connaître tout l'environnement de la planète, y compris le champ magnétique. Voilà, merci.